Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette deuxième partie du débat panafricain sur les antennes d'Afrique Média. Quel rôle et quelle place pour Guillaume Soro dans la quête de changement en Côte d'Ivoire? Il bénéficie depuis de la sympathie d'une bonne frange de l'opposition et également sa voix semble compter et beaucoup se demandent s'il pourrait désormais jouer un rôle ou pas majeur auprès des forces alternatives et comment est-ce qu'il pourrait contribuer au changement de la donne face à Alassane Ouattara, déterminé à briguer un nouveau mandat à la tête de l'État ivoirien. L'ex-président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kigba-Fori Soro, est notre invité dans cet entretien exclusif que vous allez découvrir d'entrée de jeu dans cette autre édition du débat panafricain. Et puis suivra bien sûr un plateau des questions des téléspectateurs de la télévision panafricaine à Guillaume Soro Kigba-Fori. Et puis pour sortie, il y aura bien sûr le débriefing avec nos invités nombreux installés en multiplex également sur ce plateau central pour comprendre bien sûr autour de cet examen pratiquement que nous offre Guillaume Soro Kigba-Fori, sans tabou, sans langue de bois. Nous allons donc la voir dans quelques minutes, mesdames et messieurs. Merci de rester connectés. Eh bien, une fois de plus, bon dimanche à toutes et à tous et merci de retrouver la deuxième partie du débat panafricain. Guillaume Soro Kigba-Fori est notre invité dans cette édition avec l'ex-chef rebelle, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Nous allons aborder l'actualité politique tout d'abord en Côte d'Ivoire dans l'espoir de comprendre certaines décisions majeures prises par Guillaume Soro, notamment l'appel lancé depuis Paris à la désobéissance civile, un appel qui a été suivi par l'opposition. Henri Konan Bédié avait rapidement réuni les opposants en Côte d'Ivoire pour pouvoir acter cela et voilà, se pencher désormais sur une feuille de route qui pourrait permettre de dérouler bien sûr cet appel lancé par Guillaume Soro, qui a poussé certains à penser que désormais sa voix compte même au sein de cette opposition, alors que depuis on le voyait très mal comme étant un opposant. Nous allons dans cette édition donc en parler avec lui d'entrée de jeu dans l'entretien qui va suivre, et puis par la suite nous allons aussi examiner son engagement politique et son opposition à Alassane Ouattara, ami et allié d'hier mais aujourd'hui ennemi déclaré, tel qu'on a pu le suivre dans différentes sorties de Guillaume Soro Kigba-Fori. Et puis pour sortir, bien sûr, nous évoquerons l'avenir en Côte d'Ivoire avec notamment le retour des exilés politiques ou encore l'élection présidentielle, si jamais celle-ci se tient, parce que Guillaume Soro rappelle toujours qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Il est notre invité installé en multiplex. On le retrouve juste après une petite transition. Welcome to Emirates, Mr. Jones. Just sit back, relax, then let us entertain you. With over 3,500 channels of entertainment, including the latest movies and box sets from around the world. We even have live sports and news channels. Over 30,000 music tracks. And your free Wi-Fi will start shortly. Enjoy your flight, Mr. Jones. We're here to take care of you. World's best in-flight entertainment. Fly Emirates. Fly better.
Et voilà, retour sur sur ce plateau donc, de la deuxième partie du débat panafricain. Et dans quelques instants, nous allons retrouver Guillaume Soro, Kigba Fori. On me signale que vous êtes déjà connecté. Guillaume Soro, bonsoir et merci de nous retrouver dans cet entretien exclusif sur les antennes de la télévision panafricaine. Bonsoir et merci de me donner l'occasion de m'adresser à mes frères d'Afrique, mes frères et sœurs d'Afrique. Merci également, une fois de plus, d'avoir accepté Guillaume Soro. Comme je l'ai dit il y a quelques instants, nous allons, dans la première partie de cet entretien, nous concentrer sur l'actualité, notamment à ce mot, cet appel que vous avez lancé depuis Paris et qui a désormais porté. Nous allons aussi évoquer le fait que vous affirmiez toujours qu'il n'y aura pas élection en Côte d'Ivoire, en tout cas à la date qui a été annoncée par Alassane Ouattara. Et puis en deuxième partie, nous allons examiner votre engagement politique, cette opposition ferme à Alassane Ouattara. Et pour sortir, bien sûr, nous allons aborder l'avenir, notamment le retour des exilés politiques, Laurent Gbagbo et vous-même, tout comme des milliers pratiquement d'Ivoiriens qui ont dû quitter la Côte d'Ivoire après la crise post-électorale de 2011 et qui aujourd'hui n'attendent plus qu'une chose, rentrer dans leur pays. Merci une fois de plus d'être là. Et directement, je m'en vais avec la toute première question dans ces échanges. Vous soutenez qu'il n'y aura pas élection présidentielle si Alassane Ouattara ne renonce pas à briguer un troisième mandat et à revoir l'organisation même du scrutin. Vous appelez à la désobéissance civile pour imposer un rapport de force qui contraigne Alassane Ouattara à aller dans cette voie-là. Mais pensez-vous aujourd'hui avoir cette majorité et les moyens surtout qu'il faut pour pouvoir mobiliser les Ivoiriens dans la rue et renverser la situation ? D'abord, merci. J'ai noté la question évidemment, mais merci de me donner la parole. Je voudrais d'abord rebondir sur la présentation que vous avez faite de moi. Vous avez dit l'ex-chef rebelle et je vous en remercie parce que je vous le dis tout de suite, je n'ai jamais eu honte ni de revendiquer que j'ai été rebelle. J'ai dirigé une rébellion en Côte d'Ivoire. Mieux, j'ai écrit un livre pour expliquer pourquoi je suis devenu rebelle. Le mot rebelle, il faut déjà savoir ce que ça veut dire. Qu'est-ce que veut dire rebelle? Rebelle, pour moi, ce n'est pas un gangster, ce n'est pas un brigand. Le mot rébellion vient et tire son origine d'une racine latine qui est rebellio, c'est-à-dire celui qui se révolte. Mais on se révolte pourquoi? On se révolte face et contre à une agression première. De sorte qu'à l'origine, les rebelles étaient considérés comme des gens qui prenaient leurs responsabilités et qui se révoltaient contre l'ordre établi. Et il y avait une forme de noblesse à se rebeller face à la dictature, face à l'injustice, face évidemment à des maux de la société. Donc, c'est pour mettre les choses au clair parce que comme c'est la première fois que je suis sur votre chaîne, il fallait bien que je précise ça. D'ailleurs, il faut lire Albert Camus pour mieux comprendre le sens donc, du mot rebelle. D'ailleurs, vous êtes souvent fiers sur Afrique Média de parler de Sankara, de Amilcar Cabral, mais c'était des rebelles. Donc, il ne faut pas juger une rébellion a priori. Il faut toujours apprécier une rébellion au résultat, à sa façon et surtout à l'engagement et à l'idéal que la rébellion poursuit. Ceci dit, vous me posez la question de savoir si la désobéissance civile qui a été lancée en Côte d'Ivoire aura du succès, en quelque sorte. Disons, pour être honnête, la désobéissance civile est un mot d'ordre qui a été lancé par le président Henri Konan Bédié, mot d'ordre auquel je souscris entièrement. Alors, naturellement que l'opposition est majoritaire en Côte d'Ivoire. Quand vous avez M. Bédié, M. Gbagbo, Afin Guessan, Mabri, Guillaume Soro lui-même et bien d'autres partis politiques que peut-être j'omets de citer ici, Blé Goudé du COGEP, c'est ça la majorité. M. Ouattara est isolé. Son parti s'est rabougri. Et je vous signale qu'en 2010,
le poids de M. Ouattara en Côte d'Ivoire, alors que M. Ouattara était à l'apogée, au summum de sa gloire et de sa popularité, n'était que de 32%. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a plus de 60% qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Et quand on sait qu'avec les décisions récentes que M. Ouattara a prises, il n'a pu que régresser donc, en matière de popularité. Et je suis convaincu, je l'ai dit, l'opposition est en train de s'organiser, d'affûter ses armes, de mettre en place les différents réglages. Et quand nous allons lancer dans sa phase active la désobéissance civile, vous verrez que M. Ouattara sera obligé de reculer. Nous allons mieux développer cet appel tout à l'heure, mais restons dans l'actualité, Guillaume Soro. Une quinzaine autant pour moi, de vos partisans interpellés. Voilà, commençons d'abord par ceux qui ont été libérés. Une dizaine de vos partisans ont été libérés en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques jours. D'aucuns ont vu cela comme étant un signe du pouvoir d'Abidjan qui peut-être réagisserait ici par rapport à une pression importante que vous faites depuis Paris. Quelle est votre réaction après cela? Non, mais disons que cette libération me donne un sentiment mitigé. C'est une libération mi-figue, mi-raisin. Parce que, en réalité, au lieu d'une quinzaine de personnes, c'est exactement 10 de mes proches qui ont été, disons, mis en résidence surveillée. Parce que libérer n'est pas le vrai mot, puisqu'on les a sortis d'une prison pour les mettre dans une autre prison. Puisque l'ordonnance qui a été prise par le juge leur interdit de faire des activités politiques, leur interdit d'avoir des contacts entre eux, donc on les assigne à résidence. Ce n'est pas ça la liberté. Deuxièmement, les autres, plus de 50 de mes partisans sont encore dans les liens de la détention, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Je vous rappelle que mon directeur du protocole est en prison. Je vous rappelle que deux députés, dont l'humilité toujours pas levée, sont en prison. Alain Lobognon et M. Kandos Mauro. Il y a des femmes, est-ce que vous imaginez, des femmes aux mains nues qui sont en prison et qui ne pourront pas assister, accompagner leur progéniture à l'école en cette rentrée scolaire. Donc, ne me demandez pas de me réjouir. Nous allons continuer à nous battre pour que la vraie liberté existe. C'est d'autant plus surprenant et étonnant qu'un monsieur comme M. Ouattara, qui vient du FMI, présenté comme l'homme des Américains, présenté comme quelqu'un qui est un démocrate, soit lui, depuis 1960, qui a mis autant de femmes en prison. On se souvient qu'au temps de Henri Konan Bédié, Ariane Dagri Diabaté était allée en prison. Elle a été libérée au bout de quelques, je crois, semaines ou quelques mois. Mais je vous dis que M. Ouattara a mis nos partisans en prison depuis plus de 9 mois, ce qui est totalement inacceptable. Voilà. Donc, on estimait, Guillaume Soro, que si on a libéré une dizaine de vos partisans, c'était pour vous faire comprendre qu'il est possible d'aller encore un peu plus loin, à condition que vous fassiez également un geste. Est-ce que, jusqu'où pourriez-vous aller pour permettre la libération de ceux qui restent encore en détention en termes de compromis? Vous savez, est-il décent de faire des deals de ce genre? C'est-à-dire que, oui, on libère quelques-uns, il faut que Guillaume... Non. Des personnes ont été mises en prison pour des raisons qui n'existent pas, des raisons fallacieuses. Et vous voulez que moi je fasse des deals sur leur dignité, leur liberté? Cela n'est pas possible. Mieux, ces personnes qui sont en détention ont une décision de justice qui ordonne à l'État de Côte d'Ivoire de les mettre hors des prisons. C'est la décision de justice de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, c'est M. Ouattara qui se positionne en rebelle
face à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. L'État de Côte d'Ivoire ayant signé et étant membre de l'Union africaine devrait s'exécuter. Donc, pour moi, il n'y a pas de deal possible quand il s'agit de la liberté d'un citoyen. Nous allons continuer à nous battre pour que nos amis, nos frères soient libérés, purement et simplement. Et continuons maintenant avec cette autre actualité. C'est bien sûr cet appel que vous avez lancé depuis Paris. On va parler plutôt d'une fusion de l'opposition parce que c'est comme cela qu'on a perçu cet appel après, avec une adhésion des grandes figures de l'opposition comme Bédié ou encore voilà, Gbagbo, même s'il ne s'est pas exprimé directement. Pascal Affi-N'Guessan aussi a suivi cet appel à la résistance qui a été lancé. Alors pensez-vous définitivement avoir trouvé, Guillaume Soro, votre place dans les rangs de cette opposition ivoirienne? On voit que désormais il y a beaucoup de sympathie pour vous. Simone Gbagbo, quand elle s'exprime, elle demande pratiquement que l'on vous comprenne, que l'on vous pardonne. Pensez-vous désormais être de cette famille de l'opposition ivoirienne? Ah non, l'opposition ivoirienne a bien compris qu'il faut l'union, l'unité. Et en réalité, rien ne nous oppose, nous, les acteurs politiques. Aujourd'hui, nous sommes face à une situation inédite. M. Ouattara, l'opprimé d'hier, est devenu l'oppresseur d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est donc la jouissance du pouvoir qui lui est montée à la tête. Parce que M. Ouattara, il était élégant, charmant dans l'opposition. Je peux vous dire que c'était quelqu'un de vraiment aimable. Quand nous étions dans l'opposition, il était volontiers courtois. Mais depuis qu'il est devenu président de la République, il a été métamorphosé, méconnaissable, arrogant. Et voilà, il ne doit plus rien à personne. Alors voilà. Donc, notre opposition, nous nous sommes mis ensemble, non pas contre Alassane, il faut que vous le sachiez. Nous nous sommes mis ensemble et nous sommes d'accord pour dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Nous nous battons pour qu'en Côte d'Ivoire, il y ait la démocratie. Nous nous battons pour qu'en Côte d'Ivoire, tous les citoyens soient libres de participer au scrutin, sans volonté de revanche. Donc, M. Ouattara, comme je vous l'ai dit, hier, certains disent, oui, mais M. Guillaume Soro, hier, vous avez soutenu Ouattara. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler avec Gbagbo et Bédié. Deux choses. Premièrement, sachez que je suis, moi, contre les exclusions. Donc, quand hier, Ouattara était exclu, je l'ai soutenu. Comme aujourd'hui, Gbagbo est exclu, je soutiens Gbagbo. Ça, d'abord, la première chose. Il faut que vous sachiez que partout où il y aura exclusion, vous trouverez Guillaume Soro pour dire non. Ça, c'est important. La deuxième chose, mais M. Ouattara, on dit oui, mais M. Guillaume Soro a soutenu Ouattara, c'est lui qui a envoyé Ouattara en politique, c'est lui qui a aidé Ouattara à être président de la République. Moi, je vous signale qu'en 1990, j'avais 18 ans. Ce n'est pas moi qui suis allé chercher Alassane Ouattara à la BCEAO à Dakar pour l'envoyer et le mettre en politique en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, quand le Front républicain se signait entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, moi je n'étais qu'étudiant. Je n'étais même pas encore le secrétaire général de la FESI. J'étais le secrétaire général de la section FESI de Vridi. C'était en 1994. Et M. Gbagbo et M. Ouattara étaient main dans la main. Ce n'est pas moi qui leur main. En 2005, quand M. Bédié et M. Ouattara, qui étaient les pires ennemis en Côte d'Ivoire, ont signé l'accord du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la paix et la démocratie à Paris, moi je n'étais pas là. Alors donc, il faut que toute la classe politique ivoirienne s'interroge. Chacun a eu à avoir une alliance avec Ouattara.
Et il faut reconnaître que Ouattara a été ainsi bien malin qu'il a trompé tout le monde, toute la classe politique ivoirienne. Aujourd'hui, la boucle est bouclée. Nous tous, nous avons été floués, trompés par Ouattara. Donc, nous nous réveillons à cette tromperie. Nous nous mettons ensemble pour dire non à la dernière et énième tromperie de M. Ouattara. C'est ça la réalité. Et toujours pour poursuivre dans l'actualité, Guillaume Soro, un autre candidat à cette élection présidentielle, Kouadio Konan-Bertin, n'a pas encore rejoint ce mouvement, cet appel à la désobéissance de la grande famille, disons-le comme ça, de l'opposition ivoirienne. Pensez-vous qu'il changera d'avis? Parce que s'il ne change pas d'avis, il est évident qu'Alassane Ouattara pourrait aller aux élections avec lui. Et beaucoup pensent qu'il serait impossible pour Kouadio Konan-Bertin de pouvoir le battre. Et donc on aura encore Alassane Ouattara président en Côte d'Ivoire. Comment l'amener à changer d'avis? On va plutôt, avant de poursuivre, revoir un peu les manifestations de Paris avec vous, Guillaume Soro, et nous revenons pour la suite. Et le président Koudou Laurent Gbagbo. J'ai été désigné par la coalition démocratique pour la réconciliation et la paix, dont le président est Aimé Henri Konan Bédié. J'ai été désigné par Générations et Peuples Solidaires, dont le président est l'enfant terrible, notre Thierry Banani, Guillaume Kibafori Soro. Je voudrais donc, au nom de tous ces présidents, Koudou Laurent Gbagbo, Aimé Henri Konan Bédié, Guillaume Kibafori Soro, vous adresser le salut militant. D'abord un mot à votre endroit, à l'endroit de tous ces Africains qui sont venus ici aujourd'hui dans une belle mobilisation pour répondre présent à l'appel de l'Afrique. Je voudrais que vous puissiez vous acclamer. Ensuite, je me tourne vers le comité d'organisation. Je voudrais remercier le comité d'organisation qui a orchestré notre volonté à vouloir nous retrouver ici, tous ensemble les Africains, pour communier, Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier tous ici pour votre détermination, votre engagement, à ne rien céder, à ne rien lâcher, à ne rien abandonner face à la dictature, face à la violence, face à la barbarie de certains chefs d'État. Je voudrais vous remercier pour cela. Chers frères et sœurs, et voilà, Guillaume Soro, nous sommes de retour. À Paris, vous mobilisez énormément. On va d'ailleurs en parler dans le cadre de cet entretien. Mais déjà, je vous retrouve avec la question précédente. Il y a encore un candidat qui pourrait accompagner Alassane Ouattara dans cette élection présidentielle annoncée en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Kouadio Konan-Bertin. Pensez-vous qu'il changera d'avis comme Pascal Affi-N'Guessan, même après qu'il y ait eu cet appel lancé par Henri Konan Bédié et que finalement, il fera en sorte qu'il n'y ait pas de challenger pour accompagner Alassane Ouattara. Et donc, ce qui serait bien sûr un coup dur pour lui et pour les élections qu'il annonce. Disons que KKB, comme on l'appelle, est un ami. Vous savez, nous sommes de la même génération, nous avons fait l'université ensemble. Je pense que c'est mon frère d'ailleurs. Nous avons dirigé à l'époque à l'université, moi je dirigeais la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, quand lui dirigeait un autre mouvement. Je pense que KKB doit comprendre l'intérêt supérieur de la nation. Je l'invite vraiment à se mettre du côté
donc, de l'histoire de la Côte d'Ivoire et à ne pas lier son destin à celui de M. Ouattara, qui a 78 ans, et je pense qu'on n'a pas les mêmes agendas. Et c'est vraiment un appel que je peux lui lancer, même si jusqu'à présent, je n'ai pas eu Kakabe au téléphone, je n'ai pas pu lui parler depuis longtemps. J'espère que lui-même, en analysant la situation de la Côte d'Ivoire, saura prendre les décisions dans l'intérêt du peuple de la Côte d'Ivoire. Merci à vous. Avant d'examiner maintenant en profondeur votre nouvelle place au sein de l'opposition ivoirienne, je voudrais sortir par cette question. Guillaume Soro, vous recevez beaucoup depuis que vous êtes à Paris. Vous recevez notamment au Bristol, tel qu'on a pu le voir à travers d'importantes réunions que vous avez données. Et vous affirmez même d'ailleurs dans un tweet que Alassane Ouattara, vous croyez que vous finirez misérable dans les rues de Paris, ce qui est loin d'être le cas, si on s'en tient en tout cas à la photo même qui accompagne ce tweet. Et du coup, l'on se demande, Guillaume Soro, d'où vient l'argent? Allô? Est-ce que vous me recevez? Oui, nous vous recevons parfaitement, Guillaume Soro. Et voilà, oui. D'accord. Alors, d'accord. Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Mon tweet a été une réaction légitime à une interview de M. Ouattara dans Paris Match, où il s'interrogeait sur ma capacité à assumer mon quotidien en France. J'en ai été personnellement choqué. Enfin, j'ai quand même été en Côte d'Ivoire pendant 5 ans Premier ministre, pendant 7 ans président de l'Assemblée nationale, et avant ça, j'ai été ministre d'État depuis 2002 dans mon pays. Et la France, c'est un pays que je connais, j'y ai fait mes études. Et le dire ainsi, tel que M. Ouattara l'a déclaré, m'a semblé non seulement indécent, mais indigne d'un président de la République. M. Ouattara lui-même a fait 20 ans, quasiment, d'exil en France, où il tirait son argent pour loger dans le 16e arrondissement à l'avenue Victor Hugo. Là où il tirait son argent, c'est là-bas que je tire aussi le mien pour vivre en France. Donc, ce que je veux dire, ce qui m'a surtout gêné, c'est que j'ai eu le sentiment que M. Ouattara a cru que je serais un clochard, un misérable en France, qu'il se trompe. Donc, j'assume mon quotidien ici en France, décemment, et je peux rassurer les Ivoiriens qu'il n'y a pas... Maintenant, si l'objectif de M. Ouattara était de dire que donc, je voguais de palace en palace, il voulait que j'aille tenir mes conférences de presse sous un pont à Paris. Je les tiens au Bristol et je continuerai de le faire. Alors, pour terminer sur ce sujet, puisque M. Ouattara a dit beaucoup d'autres choses dans cette interview qui m'ont personnellement choqué, je lui ai dit, vous savez, on est en politique. Il faut éviter de faire du mal aux autres. Il faut éviter d'utiliser des mots qui tuent parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, c'est vrai, M. Ouattara est au pouvoir. Il a un sentiment de surpuissance. Il est omnipotent, omniscient, il est abrité derrière les chars de l'État et il a le sentiment qu'il peut écraser tout le monde en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, la roue tourne. Qu'il fasse attention, que demain, il ne soit pas lui au banc des accusés et qu'il ne soit pas demain lui au banc de la réalité politique de la Côte d'Ivoire. Vous savez, 1 heure avant la chute de Ibeka au Mali, il avait l'impression que tout lui était dû et qu'il pouvait faire des Maliens ce qu'il voulait. 1 heure avant la chute de Yaya Jammeh,
il disait à qui voulait l'entendre que tout était sous contrôle. 1 heure avant la chute de Mugabe, il disait à la reine d'Angleterre qu'il n'en avait rien à cirer avec elle. Monsieur Ouattara, qu'il fasse très attention. Parce que demain, il peut se retrouver dans la même situation. Voilà, pour sortir, permettez que je vous fasse une petite relance sur cette question. Pour sortir, vous disiez tout à l'heure que, ce qui avait permis à l'actuel chef de l'État de pouvoir se maintenir pendant qu'il était en exil en France, peut-être aussi ce qui vous permet de vous maintenir. On sait que le président avait des amis, mais alors beaucoup d'amis. On peut aussi, c'était un citoyen pratiquement du monde et extrêmement connecté. Est-ce qu'on va dire aujourd'hui que Guillaume Soro a aussi des amis qui pourraient quelque part entretenir ce train de vie? Alors, vous savez, ironie de l'histoire, M. Ouattara qui a bénéficié de la bienveillance de la communauté internationale, parce qu'il faut bien le dire, j'ai quand même été son premier ministre et j'ai été premier ministre pendant 5 ans en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est vrai que M. Ouattara dit que Guillaume Soro ne lui a été d'aucune utilité et que je ne l'ai jamais aidé, mais l'histoire et les historiens donc écriront ce pan d'histoire de notre pays. Il sait très bien que M. Ouattara a bénéficié du soutien de la communauté internationale. Sans ce soutien fort de la communauté internationale, M. Ouattara ne serait jamais président de la République de Côte d'Ivoire. Je peux même vous dire que c'est sur la base d'une réunion du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine que le Conseil constitutionnel de M. Yaopol Ndré a déclaré M. Ouattara vainqueur. Je me rappelle comme si c'était hier, M. Ouattara assis à l'hôtel du Golfe, en train d'appeler la CEDEAO à envoyer des jets pour venir chasser Laurent Gbagbo du pouvoir. Je me souviens hier encore, M. Ouattara en train de me demander d'appeler les Nations Unies pour venir déloger avec leur Mi-24 Gbagbo du palais. Et c'est lui aujourd'hui qui veut parler de souveraineté, qui dit qu'il n'a rien à cirer avec les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui dit qu'il n'a rien à voir avec Paris et Washington. Je suis personnellement non seulement surpris, mais ahuri face à la métamorphose de l'homme. Alors, en ce qui me concerne, vous savez, je n'ai pas la prétention d'avoir un gros téléphone comme celui de Ouattara, ni d'avoir des contacts à travers le monde. Je pense que les réactions de la communauté internationale vis-à-vis de la Côte d'Ivoire relèvent plus de l'observation que le peuple de Côte d'Ivoire est en lutte et surtout que M. Ouattara est devenu un dictateur parce qu'il veut changer la constitution pour faire un 3e mandat qui est illégal. Alors, vous savez, la question du 3e mandat, pour moi, est une question préjudicielle et importante. Parce que si en Côte d'Ivoire, on laisse M. Ouattara faire un 3e mandat, ce sera un problème pour toute l'Afrique. Demain, il ne faudra pas dire à M. Mohamedou Bouhari qu'il n'a pas le droit de faire un 3e mandat au Nigeria. Il ne faudra pas dire à Mahamadou Issoufou au Niger qu'il n'a pas le droit de faire un 3e mandat, etc., etc. Donc, le combat contre le 3e mandat n'est pas un combat pour les seuls Ivoiriens, c'est un combat pour l'Afrique. Comme hier, nos grands-pères se sont battus pour l'indépendance. Comme hier, nous, étudiants, nous nous sommes battus pour la fin des partis uniques. Je demande à toute l'Afrique, en cette année 2020, que nous puissions nous lever comme un seul peuple pour mettre décisivement et définitivement fin au 3e mandat et aux présidences à vie en Afrique. Voilà, on va rapidement rentrer dans la 2e partie de cet entretien consacré à votre nouvelle place au sein de l'opposition ivoirienne. Je vais commencer par une image, Guillaume Soro, c'est celle de Simone Gbagbo, voilà, humilié, déstabilisé, traquée en Côte d'Ivoire et puis arrêtée, tel qu'on a pu le voir dans des images. Elle va passer de nombreuses années en détention avant de pouvoir sortir, pendant que vous étiez à Abidjan, Guillaume Soro, dans l'exercice du pouvoir qui était désormais le vôtre, jusqu'au Parlement, confortablement installé.
Alors, aujourd'hui, quand on écoute Simone Gbagbo demander qu'on ait de la sympathie, qu'on vous écoute et que l'on vous pardonne pratiquement, l'on se demande si vous comprenez cela comme si tout était oublié, comme si rien n'avait jamais existé. Alors, d'abord, vous savez, ce qui s'est passé en 2010 et les images qui ont circulé sur Internet sont des images que je regrette personnellement. Je regrette tout ce qui s'est passé à cette époque-là parce que, et d'ailleurs, ce n'est pas aujourd'hui que je le dis. Je le dis non seulement au président Laurent Gbagbo lui-même en 2010, quand il a été arrêté à l'hôtel du Golfe, je lui ai dit que ces images n'étaient pas seulement humiliantes pour lui, mais c'était humiliant pour toute la Côte d'Ivoire. Ça, il faut que je le précise. À l'époque, de quoi était-il question? Moi, j'avais eu un entretien avec le président Gbagbo. Le président Ouattara avait gagné l'élection. Je sais très bien que certaines personnes veulent me faire dire, veulent me voir dire, veulent m'amener à dire qu'en 2010, ce n'est pas Ouattara qui a gagné les élections. Ce n'est pas vrai. Ouattara a gagné les élections. Il a gagné les élections pourquoi? Au premier tour, il avait 32%. Au premier tour, Ouattara avait 32%. Gbagbo avait 38%. Bédié avait 25%. Mais il ne faut pas avoir fait Harvard que quand on met 32% plus 25% ensemble, Bédié et Ouattara ne pouvaient que gagner l'élection. Donc Ouattara a gagné l'élection. C'est pourquoi aujourd'hui, comme les mathématiques ne sont pas renversées, et que Bédié, Gbagbo, moi-même, Simone Gbagbo, Afin Guessan, nous tous de l'opposition, nous sommes ensemble, si nous allons à une élection démocratique et transparente, il est évident que Ouattara ne peut pas gagner une élection. De mon point de vue, je pense que Ouattara, aujourd'hui, pèse en Côte d'Ivoire autour de 25%, peut-être moins. Donc, il est clair que Ouattara n'a pas la majorité en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Simplement parce que quand vous êtes au pouvoir, systématiquement, vous sécrétez des mécontentements. Entre ceux que vous n'avez pas nommés, entre ceux que vous avez négligés, etc. Vous suscitez des mécontentements. Deuxièmement, la décision de Ouattara de faire un troisième mandat lui a aliéné une bonne partie de ses militants. Donc de 32%, M. Ouattara a régressé et ne peut pas dépasser 25% en Côte d'Ivoire. Ça, il faut que... Enfin, c'est quand même quelqu'un qui a organisé une élection en 2010 qui vous parle. Donc, maintenant... Alors, je vous relance sur la question. L'on se demande, l'on se demande effectivement, Guillaume Soro, si définitivement on vous a tout pardonné au sein de cette opposition ivoirienne. On a tout à l'heure pris le cliché de Simone Gbagbo qui a été le cliché le plus parlant, disons-le comme ça, de cette déchéance du pouvoir en Côte d'Ivoire pendant que vous étiez bien sûr avec le président Alassane Ouattara. Vous avez dit il y a quelques instants, Guillaume Soro, que vous regrettez profondément ce qui s'est passé avec cette interpellation de Simone et de Laurent Gbagbo. Nous vous écoutons pour la suite. Je regrette les images qui ont circulé. Je regrette cette situation. D'ailleurs, quand j'ai eu le président Laurent Gbagbo au téléphone, je lui ai présenté non seulement des excuses, je lui ai présenté mon pardon au président Laurent Gbagbo. Je lui ai dit ceci, et il faut que ce soit clair. Je me suis trompé sur la personnalité de M. Ouattara. J'ai pensé que M. Ouattara, une fois élu, allait, réconcilier tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, qu'il allait bâtir un état de droit. Troisièmement, qu'il allait faire entrer la Côte d'Ivoire dans la démocratie. Et enfin, comme il a un profil économiste, j'ai pensé qu'il allait relever économiquement la Côte d'Ivoire. Malheureusement, je me suis trompé. Ceci dit,
Autant j'ai demandé pardon à M. Gbagbo, à Simone Gbagbo, à tous ceux qui ont souffert de notre gouvernance, à tous ceux qui ont souffert donc de la gestion des affaires de l'État que j'ai eues. Aussi, moi personnellement, j'accorde mon pardon à ceux qui m'ont offensé. Parce que n'oubliez pas que dans cette histoire, mon beau-père a été tué pour son engagement à mes côtés. Ne croyez pas que les victimes sont d'un seul côté. Il y a autant de victimes de l'autre côté que dans mon camp. Et la seule chose qui peut faire que nous allions de l'avant, c'est le pardon mutuel. Malheureusement, M. Ouattara n'a pas su demander pardon. Quand vous écoutez les acteurs politiques ivoiriens, personne n'a rien fait. C'est comme si la Côte d'Ivoire a connu la guerre comme quand la pluie tombe du ciel. Ce n'est pas vrai. Tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire ont une part de responsabilité dans la guerre qui a frappé la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je considère que Ouattara est doublement responsable, lui qui veut encore amener la Côte d'Ivoire à des moments difficiles de son histoire. Lui qui veut créer une crise préélectorale en Côte d'Ivoire, après que la Côte d'Ivoire ait connu une crise post-électorale. Donc, moi, j'invite les acteurs politiques ivoiriens à beaucoup d'humilité. Il faut que chacun d'entre nous demande pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Je ne demande pas de demander pardon à Guillaume Soro ou à Gbagbo ou à Simone. Nous tous, nous avons la responsabilité de demander pardon au seul peuple de Côte d'Ivoire qui, en réalité, est la vraie et seule victime. Voilà. Et pour sortir de cette deuxième partie, pensez-vous que Laurent Gbagbo vous reçoive finalement un jour? Parce que cela serait le symbole finalement que pour ce qui est de Laurent Gbagbo, que tout est oublié. Parce qu'on a l'impression que c'est le cas avec Simone Gbagbo. Écoutez, moi, la question mérite d'être posée à Gbagbo lui-même. Moi, je suis disponible. Je l'ai appelé au téléphone. Je lui ai présenté mon pardon. Maintenant, c'est à lui de décider de me recevoir ou non. Mais en réalité, vous savez, ce qui est important, ce n'est pas la personne de Guillaume Soro, la personne de Gbagbo, parce que nous ne sommes que des mortels. Ce qui est important ici, c'est la Côte d'Ivoire. Si nous, les acteurs politiques, nous pouvons travailler pour la Côte d'Ivoire, c'est le plus important, parce que les acteurs politiques passent, vous savez, pour Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens aimaient tant, est mort. Est-ce que nous avons décidé de mourir aussi avec lui pour l'accompagner parce qu'on l'aimait? Donc, Houphouët-Boigny est passé, d'autres présidents sont passés, Ouattara passera. Donc, moi, j'ai dit au président Laurent Gbagbo toute ma disponibilité. Le jour où il sera prêt, je suis disposé donc à me déplacer, à le voir. Maintenant, la décision ne dépend pas de moi, c'est à lui de décider. Mais je suis déjà heureux que nous ayons eu un coup de fil ensemble. Et lors de ce coup de fil, j'ai été d'autant plus ému qu'il n'y avait pas d'animosité, ni de son côté, encore moins du mien. Merci Guillaume Soro. On va rapidement passer dans la troisième partie. Dans la troisième partie de cet entretien, pour évoquer justement votre opposition à Alassane Ouattara et surtout cette annonce que vous avez faite qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle telle qu'annoncée en Côte d'Ivoire à la date prévue. Alors, l'on sait que le pouvoir d'Abidjan est réputé dur, extrêmement dur. Les premières manifestations ont fait beaucoup de victimes. Il y a eu des morts. Pensez-vous aujourd'hui que vous serez capable d'avoir ce sacrifice-là des Ivoiriens? Parce que s'il faut que le pouvoir recule, il faudrait que le pouvoir y soit contraint. De votre point de vue, jusqu'où sont prêts à aller les Ivoiriens aujourd'hui pour vous soutenir, vous, opposition? Alors, permettez-moi de préciser que à l'annonce de la candidature de M. Ouattara pour un troisième mandat anticonstitutionnel et interdit, nous, hommes politiques, acteurs politiques, nous n'avons pas lancé d'appel. C'est la société civile qui a lancé un appel à manifester. Appel que nous avons
tous unanimement soutenus. Et nous avons vu à Abidjan des manifestations spontanées sporadiques. Ça veut dire qu'au-delà des partis politiques, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes, chacun de chez lui, les Ivoiriens eux-mêmes, des campagnes, des villages, des villes qui sont contre le troisième mandat de M. Ouattara. Maintenant, la responsabilité des hommes politiques que nous sommes, c'est de canaliser, d'organiser de façon méthodique cette volonté des populations à combattre la présidence à vie en Côte d'Ivoire pour capitaliser ça en un gain politique dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi d'ailleurs, à la suite de ces manifestations spontanées, sporadiques de la société civile, quand nous avons vu la brutalité avec laquelle M. Ouattara a écrasé les Ivoiriens, nous sommes à plus de 30 morts. Vous savez qu'au Mali, ils ont manifesté pendant plus de 5 à 6 mois, il y a eu 23 morts. En Côte d'Ivoire, en 5 jours de manifestation, on a eu plus de 30 morts et plus de 300 arrestations et autant de blessés. Donc, vous voyez que M. Ouattara est prêt à écraser les Ivoiriens. Mais aussi dur que soit la dictature, la détermination du peuple finit toujours par l'emporter. C'est pourquoi j'ai lancé un appel donc, à toute l'opposition en Côte d'Ivoire pour une unité d'action, pour ne pas que ce soit des actions dispersées, des actions sporadiques, des actions spontanées et désordonnées. J'ai été heureux que l'ensemble de la classe politique donc s'accorde sur la question de l'unité d'action sous, n'est-ce pas, le leadership du président Henri Konan Bédié. Maintenant, je sais que ce week-end, l'opposition se réunit et continue à se réunir pour mettre en place un comité de pilotage ou une coordination, n'est-ce pas, donc pour appliquer le mot d'ordre que le président Bédié a lancé, qui est la désobéissance civile, mot d'ordre auquel je souscris. Ce que je peux vous dire, c'est que en 1990, le peuple de Côte d'Ivoire, à la suite de la chute du mur de Berlin, le peuple de Côte d'Ivoire est descendu dans les rues contre Houphouët-Boigny pour réclamer le multipartisme. Un président comme Houphouët-Boigny, qui était un dieu vivant en Côte d'Ivoire et un demi-dieu en Afrique, a cédé et a concédé le multipartisme à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara, qui est loin d'être l'égal d'Houphouët-Boigny, qui résistera à la détermination du peuple de Côte d'Ivoire. Et sachez que le peuple de Côte d'Ivoire a toujours été un précurseur dans l'émancipation des peuples. En 90, nous nous sommes descendus dans les rues. En avril, nous avons eu le multipartisme. Vous savez, le Mali, c'est un an après que Moussa Traoré a chuté et que le Mali a eu le multipartisme et que les conférences nationales ont commencé à s'installer au Bénin, au Togo et à aller en Afrique centrale chez vous. Donc, c'est la Côte d'Ivoire qui a impulsé le mouvement de la mort des partis uniques. Et je suis convaincu qu'en 2020, le peuple de Côte d'Ivoire va stopper les troisièmes mandats en Afrique et va stopper les présidences à vie en Afrique. On va poursuivre en rappelant que vous êtes le président également du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Quand on parle du rapport de force en Côte d'Ivoire et des protestations, on voit bien sûr ce mouvement sur le terrain à travers ses membres, dont certains sont en ce moment en détention. La question maintenant, Guillaume Soro, avez-vous déjà rendu visite via GPS aux familles endeuillées, ne serait-ce que par solidarité et par souci de remobilisation? Ah oui, de façon concertée, c'est ce que nous faisons. D'ailleurs, je dois vous dire que l'une des grosses victimes de la répression en Côte d'Ivoire, c'est mon mouvement. Sur les 5 femmes qui sont en prison, je crois, 4 sont de mon mouvement. Et vous savez très bien que dans la répression, sur les 30 morts, nous n'allons pas faire un combat macabre, de décompte macabre.
Mais il y a eu beaucoup de militants de GPS qui ont été tués. Et je vous rappelle aujourd'hui que nous sommes à près de 60 militants de GPS qui sont en prison, dont 22 dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc, évidemment, la solidarité s'est exercée au sein de la plateforme GPS. Au sein de la plateforme GPS, vous avez plusieurs partis politiques, plusieurs mouvements comme l'ANC, l'UDS, la CMA-GKS, etc. Donc, nous continuons à mobiliser dans les régions les Ivoiriens pour barrer la route à Ouattara pour un troisième mandat interdit. Voilà. Monsieur Soro, le prix à payer sera très certainement lourd quand on connaît, bien sûr, la répression sur place en Côte d'Ivoire. On a parlé tout à l'heure de ceux-là qui ont perdu leur vie et on vous voit déterminé à barrer la route à Alassane Ouattara. Mais quel est ce projet alternatif que vous portez aujourd'hui qui demanderait à ce que les Ivoiriens fassent autant de sacrifices pour qu'il y ait cette alternance? Mais écoutez, je vous l'ai dit, M. Ouattara veut violer la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. La Constitution est pour un pays ce qu'est la colonne vertébrale pour l'homme. Et je ne sais pas si sans colonne vertébrale, on peut vivre, je n'en sais rien, je ne suis pas médecin. Mais le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas d'autre option, n'a pas d'autre choix. M. Ouattara nous a montré de quoi il était capable. Il n'a à la bouche que la prison. Dans son interview à Paris Match, il a dit que la place de Guillaume Soro est en prison. Il n'a comme programme de gouvernement que la prison pour les Ivoiriens, l'exil pour les autres, etc. La preuve, Gbagbo en exil, Blé en exil, Benjo Akossi en exil. Alors, vous voulez qu'on le laisse violer la Constitution pour encore pendant 5 ans nous mettre en prison, écraser, exiler les Ivoiriens? C'est inacceptable. Ouattara ne nous laisse pas de choix. Donc, nous disons que c'est l'Afrique qui doit se mobiliser pour dire non à Ouattara et le chasser du pouvoir parce que son mandat de toute façon est fini. Le 31 octobre 2020, Ouattara n'est plus président de la République de Côte d'Ivoire. Il est candidat, comme il a dit, mais une candidature que nous n'accepterons pas et une candidature que la Constitution n'accepte pas. Donc, c'est comme si vous me posez la question, est-ce que les Africains étaient prêts à payer le prix pour les indépendances en 1960? Bien sûr que oui, au nom du droit inaliénable qu'a chaque peuple de disposer de lui-même. C'est comme ça que je dis aujourd'hui qu'au nom du droit inaliénable que le peuple de Côte d'Ivoire a à disposer de lui-même et a à respecter la loi fondamentale et la Constitution, nous allons tous nous lever, nous allons nous battre. Il ne sera pas dit que nous ne nous sommes pas battus pour faire barrage au troisième mandat de M. Ouattara. C'est à M. Ouattara, s'il aime la Côte d'Ivoire, s'il aime les Ivoiriens, de faire le sacrifice. Houphouët-Boigny, dont il se prétend disciple, disait qu'il n'y a aucun sacrifice qui soit trop grand quand il s'agit de faire la paix pour son pays. Aujourd'hui, je lui demande solennellement de reculer, de retirer sa candidature et de permettre des élections démocratiques, transparentes, inclusives en Côte d'Ivoire. Parce que M. Ouattara s'est battu depuis 1993 en passant par toutes sortes d'actions, marche, coup d'État, rébellion, pour pouvoir être candidat. Il ne va quand même pas encore, après que les Ivoiriens lui aient donné 10 ans, créer d'autres morts, des situations de pogrom en Côte d'Ivoire pour accepter de quitter le pouvoir. Pourquoi les chefs d'État africains n'ont pas la lucidité quand il s'agit de quitter à temps le pouvoir? Je supplie M. Ouattara, quitter le pouvoir pendant qu'il a encore temps. C'est le général de Gaulle qui disait « Mieux vaut quitter le pouvoir 1 minute trop tard que 30 secondes, 1 minute trop tôt que 30 secondes trop tard. » Que M. Ouattara parte.
Merci à vous. On va rapidement passer donc en troisième partie de cet entretien pour sortir et rappeler qu'après ce sera une transition et les téléspectateurs panafricains sont nombreux, également des confrères journalistes à attendre en multiplex pour également vous poser des questions. Troisième partie donc de cet entretien consacré au retour des exilés politiques en Côte d'Ivoire. Première question directe, Monsieur Soro. Avez-vous parlé à Charles Blé Goudé depuis? Oui, Charles Blé Goudé, c'est un ami. Je l'ai visité à La Haye. Nous nous sommes entretenus. C'est un camarade. Nous avons d'excellentes relations, Blé Goudé et moi. Alors, d'aucuns estiment aujourd'hui qu'il faut simplement attendre pour rentrer parce que selon voilà, des informations sortant d'une diplomatie, disons-le, parallèle, le président Ouattara aurait prévu qu'une fois le nouveau mandat acté, il travaillerait à faire en sorte que tous les exilés puissent rentrer, que les prisonniers politiques sortent de prison et que la véritable réconciliation nationale s'installe en Côte d'Ivoire. Du coup, on a envie de vous demander s'il n'est pas juste aujourd'hui, si la bonne option n'est pas simplement d'attendre le moment venu pour rentrer tranquillement. C'est de la moquerie. C'est de la moquerie. Monsieur Ouattara nous dit, mais c'est du chantage indécent. Il nous dit, laissez-moi violer la Constitution. Quand j'aurai violé la Constitution, vous pourrez venir au pays. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à Monsieur Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens comme moi, comme Gbagbo, comme Blé Goudé. Notre place n'est pas en exil. Notre place est en Côte d'Ivoire. Ce que la communauté internationale africaine et ce que les Ivoiriens lui demandent, c'est de nous laisser rentrer dans notre pays et participer à l'élection. Nous avons deux décisions, en ce qui me concerne, deux décisions de justice qui obligent l'État de Côte d'Ivoire à m'inscrire sur la liste électorale et à ce que je sois électeur et éligible. Donc, et puis en plus, je vais vous dire une chose. Qui croit en des promesses de Ouattara? C'est bien Jacques Chirac qui disait que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et je crois que Ouattara est un disciple de cette maxime-là. Donc, le problème n'est pas de laisser... Ouattara ne fera pas un troisième mandat. Je vous le dis, je le répète. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. Et nous nous battrons jusqu'au bout. Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété privée de M. Ouattara pour qu'il juge, jauge, décide de qui doit être en Côte d'Ivoire et de qui ne doit pas être. Et voyez-vous, je suis d'autant plus triste et choqué que M. Ouattara lui-même a connu les affres de l'exil. Comment est-ce possible que celui qui hier était dit ne pas être ivoirien, qui ne pouvait même pas être député en Côte d'Ivoire, parce qu'on ne lui reconnaissait pas la qualité, la nationalité d'ivoirien pour participer à des élections législatives en Côte d'Ivoire, qui a été pourchassé et qui a été mis en exil. Je ne peux pas comprendre qu'il n'ait pas tiré leçon de lui-même, son passé, de son expérience, et que ce soit lui aujourd'hui qui soit le bourreau des Ivoiriens. Et ça, j'ai de la difficulté. Alors, je ne sais pas, peut-être un médecin aurait pu mieux définir que moi la pathologie, mais c'est quand même fort de savoir que c'est Ouattara aujourd'hui qui veut exclure de la Côte d'Ivoire d'autres Ivoiriens. Merci. Merci également à vous, Monsieur Soro. Et pour sortir, le président Houphouët-Boigny, c'est une citation d'ailleurs qui revient beaucoup en Côte d'Ivoire. La politique, c'est la réalité du moment, disait le président Félix Houphouët-Boigny. Et s'il fallait justement opérer un compromis, Guillaume Soro, pour rentrer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, peut-être par rapport à une certaine réalité du moment, serez-vous prêt? Non. Je ne suis pas un homme de compromission. Je suis citoyen de Côte d'Ivoire. Je suis un national de la République de Côte d'Ivoire. Je dois rentrer dans mon pays.
le 23 décembre 2019, j'ai pris mon avion, tout en sachant que M. Ouattara avait dit à certains diplomates que si j'atterrissais à l'aéroport d'Abidjan, il me ferait arrêter. J'ai pris mon avion et j'étais prêt à assumer mon arrestation une fois à l'aéroport d'Abidjan. Je peux vous le dire. M. Ouattara a envoyé des émissaires pour me convaincre de ne pas rentrer en Côte d'Ivoire parce qu'il voulait me faire un chantage. Il me proposait deux choses. La première, je viens en Côte d'Ivoire, je dissous mon parti, j'annule ma candidature et je rentre au RHDP, c'est-à-dire dans son parti, et il ne me poursuivrait pas. Je serais peut-être même l'enfant prodige, je serais choyé par le RHDP, ou alors je reste en exil et il ferme les yeux sur une éventuelle poursuite. J'ai refusé de céder à ce chantage. J'ai refusé la compromission. J'ai pris mon avion. Je devais atterrir à Abidjan. C'est le même Ouattara qui a effrayé les autorités aéroportuaires qui ont vu un déploiement incroyable de l'armée à l'aéroport. Et c'est la tour de contrôle de Niamey au Niger qui a appelé le pilote de mon avion pour dire qu'il était impossible d'atterrir pour des raisons de sécurité à Abidjan. Nous avons atterri en urgence à Accra, au Ghana. J'ai décidé là encore, l'Africain que je suis, de descendre au Ghana et de résister sur la terre de Kwame Nkrumah. C'est le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui a interdit aux autorités aéroportuaires du Ghana de me laisser descendre de mon avion. Donc, je n'ai même pas été autorisé à descendre de l'avion. Et c'est ainsi que le pilote, n'ayant plus d'autre choix et d'autres options, craignant lui-même pour la sécurité de l'avion et pour sa sécurité, a décidé de décoller d'Accra pour atterrir en Espagne. Donc, après une telle situation, vous me voyez, moi, en train de faire de la compromission pour rentrer dans mon pays, le pays de mes ancêtres, la terre de mes ancêtres, que je fasse de la compromission pour avoir le droit, moi, de vivre et de mourir sur la terre de mes parents, de mes ancêtres en Côte d'Ivoire, je ne le ferai jamais. Que M. Ouattara soit puissant, omnipotent, omniscient, qu'il soit même un Dieu vivant sur terre, je n'accepterai pas de faire un deal sur ma dignité, sur ma liberté et sur mes droits. Merci.